Ma mère a dit, nous sommes à sec. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener en vacances. Mon frère a ri et s'est moqué de moi, reste à la maison, tu nous feras économiser de l'argent. Puis, j'ai vu ses enfants assis en première classe. Je n'ai pas dit un mot. Mais 2 semaines plus tard, il ne souriait plus. Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans. Et il y a quelques semaines, ma propre famille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais trop cher pour être emmené en vacances. Tout a commencé lors d'un appel téléphonique anodin un soir. Ma mère a soupiré et a dit, nous sommes à sec. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener en vacances cette année. Avant même que je puisse digérer l'information, j'ai entendu le rire de mon frère à travers le haut-parleur, ce rire sarcastique qu'il utilise toujours quand il veut faire croire qu'il plaisante, alors que ce n'est pas le cas. Pendant une seconde, je suis resté figé. J'ai passé des années à les aider avec les factures, les crédits et les petites urgences, et soudain, j'étais le coût supplémentaire qu'il fallait supprimer. J'ai forcé un rire et j'ai dit quelque chose de poli comme « Oui, bien sûr, pas de souci. Je comprends, parce que c'est ce que je fais toujours. » Je me suis dit qu'il devait vraiment avoir des difficultés cette fois-ci, que sauter des vacances en famille n'était peut-être pas si grave. Alors, j'ai planifié un petit voyage en solo à Londres en utilisant les points de fidélité de ma carte bancaire, le genre de voyage où l'on compte chaque euro et où l'on prétend que c'est suffisant. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Puis je suis arrivé à l'aéroport. Alors que je faisais la queue en classe économique avec mon billet bon marché, j'ai entendu un rire familier derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère, mon frère et ses enfants à l'enregistrement de la première classe, détendus et souriants, comme si l'argent n'avait jamais été un problème. Le même frère qui m'avait dit de rester à la maison pour ne rien leur coûter avait maintenant ses enfants qui agitaient en l'air des cartes d'embarquement de première classe. Et je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé. Et quelque chose en moi a finalement craqué. 2 semaines après ce moment, ces sourires avaient disparu et ma famille ne m'appelait plus la généreuse. Si vous voulez savoir comment des vacances en famille, fauchées, se sont transformées en la fin de mon rôle de distributeur automatique de billets personnels, restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle il ne sourit plus sur ses photos de vacances. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique et cette scène à l'aéroport m'ont si durement touché, il faut savoir comment ma famille a toujours fonctionné. Je vis à Lyon. J'ai un emploi de bureau classique de coordinatrice de projet pour une entreprise de biotechnologie, et je paie mes factures à temps. Je ne suis pas riche. J'ai encore des prêts étudiants et un tableur pour mon budget, mais je suis prudente. Mes parents, en revanche, vivent à la limite du « nous sommes à sec » depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon père a eu des problèmes cardiaques il y a quelques années, il a donc arrêté de travailler plus tôt. Ma mère travaille à temps partiel comme réceptionniste dans un petit cabinet dentaire en banlieue. Mon frère aîné, Mathieu, est le « responsable » aux yeux de ma mère parce qu'il a une femme, 2 enfants et un prêt immobilier dans un beau quartier d'Écully. Cette étiquette de « responsable » est amusante quand on regarde ses relevés de carte bancaire, mais ma mère ne le fait jamais. Dans notre famille, il y a toujours eu cette règle tacite, si quelque chose ne va pas, Chloé trouvera une solution. Quand leur facture d'électricité était en retard, ma mère m'appelait avec cette voix tremblante et disait « Chérie, ils sont sur le point de couper le courant. Peux-tu aider juste pour cette fois ?» Quand Léo voulait s'inscrire au club de foot ou qu'Eva avait besoin de costumes pour une pièce de théâtre de l'école, mon frère m'envoyait un texto, « Si tu pouvais participer un peu, ça signifierait beaucoup pour nous. » Nous sommes à court ce mois-ci. Ce mois-ci a duré des années. J'envoyais de l'argent via Lydia ou PayPal si souvent que mon application bancaire a commencé à signaler des transferts répétés aux mêmes personnes. J'ai réduit les sorties au restaurant, les nouveaux vêtements, les abonnements à la salle de sport pour pouvoir aider ma famille. Chaque fois que j'essayais d'économiser pour moi-même, quelque chose d'urgent surgissait de leur côté. Ce qui empirait les choses, c'était la façon dont ils parlaient de ma vie. Ma mère disait des choses comme « Tu as de la chance de ne pas encore avoir d'enfant. Tu peux toujours gagner plus d'argent. » Mon frère aimait plaisanter « Tu es la personne libre. Pas de crèche, pas de frais de scolarité, rien qui ne te retienne. » Libre signifiait apparemment disponible pour payer la vie de tout le monde. Au bout d'un moment, j'ai même cessé de rêver de grands voyages. Je faisais défiler des photos de plages en Grèce ou de villes en Italie et je me disais, peut-être un jour, quand la santé de papa sera stable, quand ils auront rattrapé leur retard sur le prêt immobilier,
quand les enfants seront plus grands. Il y avait toujours une raison de me mettre en dernier. Puis, il y a quelques mois, mon entreprise a annoncé une période de ralentissement. Pas de prime cette année, pas de promotion, juste le salaire habituel. Cela m'a un peu effrayé, mais cela m'a aussi réveillé. J'avais presque 30 ans et je n'avais jamais pris de vraies vacances pour moi. C'est là que j'ai eu l'idée. Au lieu de jeter mon argent supplémentaire dans une autre de leurs urgences, pourquoi ne pas faire quelque chose pour nous tous? J'ai pensé que si nous partions pour de simples vacances en famille aux Canaries ou quelque part avec une plage et une piscine, j'aurais enfin l'impression de faire partie de la famille, et pas seulement du portefeuille de secours. Donc, lors de cet appel anodin du soir, avant le discours « Nous sommes à sec », j'ai en fait commencé par « Et », je pensais, et si on faisait un voyage en famille? Rien de fou, quelques jours. Je peux aider avec une partie des coûts. Je m'attendais à ce que ma mère hésite au moins, peut-être à ce qu'elle dise « Voyons ce que nous pouvons faire ». Au lieu de cela, les mots sont sortis de sa bouche si vite que cela semblait répéter. Nous sommes à sec. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener en vacances. Puis, Mathieu a ri et a ajouté cette phrase sur le fait que je devais rester à la maison pour leur faire économiser de l'argent, comme si j'étais une ligne sur une feuille de calcul qu'ils étaient en train de supprimer. À ce moment-là, quelque chose de petit s'est fissuré en moi, mais je l'ai refoulé. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être vraiment en difficulté. Je me suis dit que je réagissais peut-être de manière excessive et qu'un voyage en solo bon marché à Londres serait suffisant. Ce que je ne savais pas encore, c'est que leur version de « fauché » et la mienne étaient très, très différentes, et que la prochaine fois que je les verrais, cette fissure en moi allait s'ouvrir en grand. Quelques semaines après cet appel, je me tenais dans ma petite cuisine, jetant des vêtements dans un petit bagage à main et me convainquant que Londres était tout ce dont j'avais besoin. Pas de complexe hôtelier de luxe, pas de formule tout compris, juste un billet aller-retour bon marché de Lyon à Gatwick, le canapé d'un ami, et tout ce que je pouvais couvrir avec des points de fidélité et un peu d'économie. Je me suis enregistré en ligne, j'ai vu le mot « classe économique » sur ma carte d'embarquement et j'ai haussé les épaules. C'était normal pour moi. Siège du milieu, pas d'embarquement prioritaire, pas de boisson gratuite. Je me suis dit que c'était bien, que je me fichais de la première classe, des photos de plage ou des t-shirts familiaux assortis. J'ai pris un VTC pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, j'ai roulé ma petite valise à l'intérieur et j'ai rejoint la longue et lente file d'attente de la classe économique. C'était une matinée chargée typique. Des enfants qui pleuraient, des gens en costume qui se plaignaient dans leur téléphone, la voix des haut-parleurs qui annonçaient les groupes d'embarquement. J'ai mis mes écouteurs autour de mon cou et j'ai décroché, pensant à Camden Market, à Hyde Park et peut-être à un spectacle dans le West End si je pouvais trouver un billet à prix réduit. Puis j'ai entendu un rire qui m'a retourné l'estomac. C'était le rire de mon frère, ce son fort et théâtral qu'il utilise quand il veut que tout le monde autour de lui sache qu'il passe un bon moment. Pendant une seconde, j'ai cru que j'imaginais, mais ensuite j'ai entendu ma mère prononcer son nom, et tout mon corps s'est glacé. J'ai tourné la tête, et ils étaient là, pas en train de se débattre à une borne d'enregistrement automatique, pas en train de compter des billets froissés pour les frais de bagages. Ils étaient au comptoir de la première classe. Ma mère s'appuyait nonchalamment sur une valise élégante, portant un nouveau gilet que je n'avais jamais vu auparavant, et tenant un café à emporter comme si elle faisait ça toutes les semaines. Mon frère se tenait à côté d'elle, parlant à l'agent de la compagnie aérienne avec ce ton confiant qu'il utilise quand il essaie de charmer quelqu'un. Sa femme, Brigitte, prenait des égo-portraits, inclinant la tête juste comme il faut, les enfants blottis contre sa hanche. Léo et Eva bondissaient d'excitation, agitant leurs cartes d'embarquement imprimées comme des billets d'or. J'ai regardé Eva pointer du doigt le panneau qui disait « Première classe » et je l'ai entendu dire « Papa, est-ce que ça veut dire qu'on a les grands sièges ?» Mon frère a souri et a dit « C'est ça, ma chérie. On fait ce voyage comme il se doit. » Et ma mère, la même femme qui m'avait dit « Nous sommes à sec. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener », a ri et a dit « Après tout ce que nous avons traversé, nous méritons quelque chose de bien. » Je suis resté là, dans mon chandail à capuche d'aéroport froissé, serrant ma carte d'embarquement de classe économique, et j'ai senti mon visage devenir chaud. Il n'y avait aucun signe de stress sur eux. Aucune trace du ton désespéré que ma mère utilise quand elle m'appelle pour la facture d'électricité. Ils étaient détendus, heureux, rayonnants, comme une famille de publicité à la télévision. Pendant un battement de cœur, je me suis même demandé si j'étais folle.
Si peut-être leur situation financière avait changé comme par magie au cours des 2 dernières semaines. Mais ensuite, l'agent leur a tendu leurs billets, les a dirigés vers la file de sécurité prioritaire, et j'ai vu la destination imprimée sur les étiquettes accrochées à leurs bagages, Grande Canarie. Ils allaient aux Canaries. Ils faisaient exactement le genre de vacances en famille que ma mère avait refusé quand j'avais proposé d'aider. Mes jambes ont commencé à bouger d'elles-mêmes et j'ai tourné le dos avant qu'aucun d'eux ne puisse me regarder. J'aurais pu m'approcher. J'aurais pu dire, « Eh, c'est drôle de vous voir ici. Je pensais que vous étiez fauché. » J'aurais pu faire une scène, leur demander devant les enfants pourquoi j'étais trop cher à emmener, mais pas la première classe. Au lieu de cela, je n'ai rien fait. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé la file d'attente me pousser vers le dépôt de bagages normal pendant qu'ils glissaient vers la voie plus courte et délimitée par des cordes. Dans l'avion, coincé dans un siège du milieu entre un gars qui s'est endormi la bouche ouverte et une femme qui n'arrêtait pas de taper sur son ordinateur portable, j'ai rejoué la scène encore et encore. Mon cerveau a essayé de négocier avec la situation. Peut-être que les billets étaient un cadeau. Peut-être que c'était une offre folle avec des points de fidélité. Peut-être qu'ils avaient eu honte de m'inviter parce qu'ils ne pouvaient pas payer ma part. Mais sous toutes ces excuses se cachait une vérité simple et laide que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était jamais qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'inclure. C'était qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. Pendant des années, ils avaient puisé dans mon compte comme si c'était un puits sans fond. Et puis, quand il était temps de planifier quelque chose de bien, quelque chose d'amusant, quelque chose dont ils pourraient se vanter en ligne, j'étais la première chose qu'ils supprimaient. Au moment où l'avion a atterri à Londres, la fissure en moi s'était transformée en une rupture complète. La ville était bruyante et lumineuse, et mes amis étaient excités de me voir. Mais une partie de moi était ailleurs, toujours debout dans cette file d'attente de première classe, regardant ma propre famille agir comme si j'étais invisible. Je ne les ai pas confrontés à l'aéroport. Je ne les ai pas appelés de Londres pour crier ou pleurer. J'ai attendu. Et quand je suis revenu à Lyon, le premier appel que ma mère m'a passé m'a donné l'occasion parfaite d'arrêter d'être leur plan de secours invisible pour de bon. Quand je suis rentré à Lyon, la chaleur m'a frappé à la seconde où je suis sorti de l'aéroport. Mais ce n'était rien comparé à ce qui attendait sur mon téléphone. Je n'avais même pas défait mes valises que mon écran s'est allumé avec « Maman ». Normalement, j'aurais laissé sonner 1 ou 2 fois, je me serais préparé, puis j'aurais décroché. Cette fois, je l'ai juste regardé fixement. Je pouvais encore la voir sourire à ce comptoir de première classe, disant qu'elle méritait quelque chose de bien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Salut, maman ». Sa voix est arrivée, trop vive au début, fausse, enjouée. Elle m'a demandé comment s'était passé mon voyage, si Londres était amusant, et si mon vol s'était bien passé. J'ai donné des réponses courtes et polies. Oui, c'était bien. Oui, j'étais fatigué. Nous avons toutes les deux tourné autour du vrai sujet comme si c'était un secret que nous avions accidentellement partagé. Puis son ton a changé pour celui que je ne connaissais que trop bien. Cette voix douce et tremblante, enveloppée de culpabilité. Chérie, écoute. Je déteste même aborder ce sujet, mais les choses ont été si difficiles depuis le dernier rendez-vous de ton père. La facture de gaz est en retard. Et la société de crédit a encore appelé. Nous sommes vraiment en difficulté. Penses-tu que tu pourrais nous aider, juste pour cette fois? Juste pour cette fois. J'ai failli rire. Pendant des années, chaque « juste pour cette fois » était devenu une habitude. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, non pas par panique comme avant, mais par colère et par quelque chose de nouveau, la résolution. Maman, ai-je dit doucement. Étiez-vous en difficulté comme ça quand vous avez réservé des billets de première classe pour les Canaries? Il y eut un petit silence sur la ligne, comme si l'air avait été aspiré de nos 2 cuisines en même temps. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé. Sa voix était devenue neutre. Je ne l'ai pas laissé esquiver. Je vous ai vu à l'aéroport, ai-je dit. Toi, Mathieu, les enfants, Brigitte, à l'enregistrement de la première classe. Des étiquettes pour Grande Canarie sur les bagages. 2 semaines après m'avoir dit que vous étiez fauché et que vous ne pouviez pas vous permettre de m'emmener n'importe où, vous vous envolez pour des vacances familiales en première classe. Elle a laissé échapper un petit rire nerveux qui ne ressemblait pas à son rire habituel. Oh, ça? Ce n'était pas ce que tu penses.
il y avait cette offre avec des points de fidélité, et tu sais, ton frère a travaillé très dur cette année, et les enfants avaient besoin de quelque chose à attendre avec impatience après tout ce qui s'est passé avec la santé de ton père. Ce n'était pas comme si nous pouvions nous permettre d'emmener tout le monde. C'était compliqué. Ces mots se bousculaient, les excuses se heurtant aux justifications. Je pouvais entendre l'histoire se former en temps réel, construite pour me faire sentir coupable d'avoir même posé la question. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Ce qui est compliqué, ai-je dit, c'est que tu m'as dit que nous étions à sec, que vous ne pouviez pas vous permettre de m'emmener, que je devrais rester à la maison pour vous faire économiser de l'argent. Et puis je vous ai vu payer pour le genre de voyage dont tu disais qu'il n'existait pas dans le budget. Je ne suis pas en colère que vous soyez partis en vacances. Je suis en colère que vous m'ayez menti en face et que vous m'ayez fait sentir comme un fardeau. Elle est redevenue silencieuse, puis a essayé un angle différent. Chloé, tu ne comprends pas. Tu n'as pas d'enfant. Ton frère a tellement de responsabilités. Nous pensions que tu comprendrais. Tu es indépendante. Tu te remets toujours sur pied. Nous savions que tu trouverais un moyen de voyager. Nous ne pouvons tout simplement pas, nous ne pouvons pas tout faire. Voilà, encore une fois. Le récit où ma vie était facile et la leur était impossible. Je pouvais sentir l'ancienne version de moi vouloir céder. Dire, c'est bon, maman. Je vais aider. Juste cette fois encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté mes services bancaires en ligne et j'ai regardé la liste des virements portant leur nom et une longue lignée de paiements, juste pour cette fois. Je comprends, ai-je dit, ma voix plus calme que ce que je ressentais. Je comprends que j'ai payé pour tout ce qui n'allait pas pendant que tu me disais qu'il ne restait rien quand il s'agissait de moi. Ça s'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, sèchement maintenant, comme si elle réalisait soudain que ce n'était pas un appel normal. Je veux dire que j'ai fini d'envoyer de l'argent, ai-je répondu. Fini de couvrir les factures. Fini les urgences. Fini les juste jusqu'au mois prochain. J'ai retiré ma carte de votre compte d'électricité. J'ai désactivé les virements automatiques et je ne me porte plus garante pour rien d'autre. Toi et Mathieu devez régler vos finances sans m'utiliser comme plan de secours. Elle a semblé offensée, presque attaquée personnellement. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes ta famille. Ton père est malade. Ton frère est en train de se noyer. Tu vas vraiment nous regarder nous débattre? J'ai fermé les yeux, me souvenant de moi, serré dans ce siège du milieu pendant qu'ils passaient devant le rideau avec leurs enfants. Ça ne vous a pas dérangé de me regarder me débattre quand vous m'avez dit de rester à la maison pour vous faire économiser de l'argent, ai-je dit. J'ai aidé pendant des années. Je ne suis pas votre banque. Si vous pouviez vous permettre la première classe sans moi, vous pouvez vous permettre vos propres factures sans moi. Elle a eu un hoquet comme si je l'avais giflé. Chloé, c'est cruel. Ce qui est cruel, ai-je répliqué, c'est d'exclure ta fille de ta vie chaque fois que c'est pratique pour ton budget et d'appeler ça de l'amour quand tu as besoin de son chèque de paie. Elle a essayé d'argumenter, de pleurer, de retourner la situation pour en faire une histoire où j'étais ingrate, mais je n'ai pas bougé. Pour la première fois de ma vie, j'ai tenu bon et je n'ai pas dit, d'accord, je vais envoyer quelque chose. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était comme si j'avais enfin posé un lourd sac que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que mes épaules ressentaient sans lui. Le lendemain, mon frère a appelé, son nom clignotant sur mon écran avec une série d'appels manqués et de longs textos. Et c'est là que la vraie bataille a commencé. Mathieu ne s'est pas embarrassé de bavardage. La première fois que son nom a clignoté sur mon écran après cet appel avec ma mère, c'était un appel manqué, puis un autre. Puis un mur de textos est apparu l'un après l'autre, rappelle-moi. C'est sérieux. Tu ne peux pas faire ça à maman et papa. Réponds à ton téléphone, Chloé. J'ai fixé les messages pendant un long moment de la même manière que l'on fixe un réveil que l'on a entendu 1000 fois et que l'on est enfin prêt à ignorer. J'avais déjà décidé que je n'allais pas courir pour réparer le désordre dans lequel il se trouvait cette fois-ci. Pourtant, une partie de moi savait que j'avais besoin qu'il m'entende le dire à voix haute, pas seulement par le silence. Alors, quand il a essayé de m'appeler par vidéo, j'ai laissé sonner 2 fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Son visage a rempli l'écran, la mâchoire serrée, les yeux plissés, le genre de colère qui vient de la peur mais refuse de l'admettre. Mais qu'est-ce qui te prend, Chloé,
A-t-il lâché avant même que je puisse dire bonjour? Maman panique. Elle dit que tu lui coupes les vivres. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était plus forte que nécessaire, comme si le volume pouvait me forcer à rentrer dans le rang. Je me suis adossé sur mon canapé, j'ai glissé ma main libre sous ma jambe pour cacher à quel point elle tremblait, et j'ai gardé ma voix stable. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, ai-je dit. Je lui ai juste dit que j'en avais fini de payer les factures de tout le monde. Il a ri, ce son sec et incrédule qui montrait clairement qu'il pensait que je faisais du drame. Tu es sérieuse, là? Papa est malade. Le crédit immobilier est en retard. Les charges sont impayées. Tu vas vraiment faire comme si tu étais une pauvre artiste affamée alors que tu sais que tu as de l'argent? C'était presque drôle de l'entendre parler comme s'il m'avait déjà demandé une seule fois des nouvelles de mon budget ou de mon stress, comme s'il avait vu mon compte en banque à 2 heures du matin alors que je faisais des calculs pour que tout fonctionne. Je paie mon loyer. Je paie mes prêts étudiants. Je paie mes propres frais médicaux, ai-je dit lentement. Et en plus de ça, je paie vos urgences et les leurs depuis des années. C'est ça l'argent que tu penses que j'ai qui traîne. Il a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Tu n'as pas d'enfant, Chloé, a-t-il dit, de la manière dont quelqu'un dirait, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble la vraie responsabilité. Essaie de payer pour la crèche, les fournitures scolaires, les frais de foot, les rendez-vous chez le dentiste. Tu as 30 ans et tout ce dont tu as à te soucier, c'est ton stupide abonnement à la salle de sport et le prochain voyage que tu veux faire. L'ancienne version de moi se serait déjà excusée, se serait empressée de prouver que je comprenais, lui aurait rappelé toutes les fois où j'ai gardé les enfants gratuitement ou envoyé de l'argent pour qu'ils puissent partir en sortie scolaire. Au lieu de cela, j'ai laissé ces mots en suspens pendant une seconde. Tu as raison, ai-je dit, et ses sourcils se sont haussés. Je n'ai pas d'enfant. C'est pourquoi je ne suis pas responsable des tiens. Sa bouche s'est ouverte, choquée, comme s'il ne pouvait pas croire que je l'avais réellement dit à voix haute. Ouah, a-t-il dit lentement, en secouant la tête. Tu es vraiment égoïste. J'ai failli rire de l'ironie. Égoïste, ai-je répété. Mathieu, je t'ai vu emmener tes enfants en vacances en première classe aux Canaries pendant que maman me disait que vous étiez fauchés. Tu m'as dit que rester à la maison vous ferait économiser de l'argent. Tu m'as exclu des bons moments. Tu as utilisé mon argent pour les parties ennuyeuses et tu as appelé ça la famille. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est de l'arrogance. Son visage est devenu rouge. Il s'est immédiatement mis sur la défensive, les mots se bousculant. C'était des points de fidélité. D'accord. Brigitte a trouvé une offre. La plupart de ce voyage était pratiquement gratuite. J'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi n'y avait-il pas de place pour moi, ai-je demandé. Si c'était si gratuit et facile, pourquoi ai-je dû entendre « nous sommes à sec ». Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener. Il n'avait pas de vraie réponse à cela. Il a déplacé son téléphone, a détourné le regard de la caméra, a blâmé la compagnie aérienne, le timing, l'emploi du temps scolaire des enfants, le fait que je vive en ville et en banlieue, tout sauf la simple vérité qu'ils avaient choisi de ne pas m'inclure. Tu aurais compliqué les choses, a-t-il finalement lâché. Tu ramènes toujours tout à toi. Nous voulions juste un voyage sans stress pour les enfants. Ma poitrine brûlait, mais je ne l'ai pas laissé paraître dans ma voix. Je ne savais même pas que vous partiez, ai-je dit. Vous avez rendu très facile de me laisser de côté. Je n'ai compliqué les choses dans votre tête que lorsque j'ai cessé d'être utile. Il a soupiré de façon dramatique, comme s'il était épuisé de devoir expliquer des choses de base à un enfant difficile. Puis il a essayé une tactique différente, celle qui fonctionnait toujours avant. Écoute, a-t-il dit, en ajustant son ton pour qu'il paraisse presque raisonnable. Quel que soit le malentendu que tu penses avoir vu à l'aéroport, d'accord. Sois en colère. Mais maman et papa sont sur le point de tout perdre si tu n'interviens pas. Tu gagnes plus que n'importe lequel d'entre nous. Tu peux arranger ça. Voilà, mis à nu. Pas, peux-tu aider, mais, tu le feras parce que tu le fais toujours. Dans son esprit, mon revenu était déjà dépensé. Mon avenir était déjà son plan de secours. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas un filet de sécurité, ai-je dit.
Vous avez planifié un style de vie qui dépend de moi pour vous renflouer chaque fois que quelque chose ne va pas. C'était votre choix, pas le mien. Je choisis quelque chose de différent maintenant. Ses yeux se sont rétrécis. Alors, tu vas vraiment rester là et regarder nos parents se noyer, a-t-il dit, sa voix s'élevant, comme s'il le disait assez fort, il pourrait me faire honte et me faire rentrer dans le rang. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai pensé à tout ce qu'ils avaient réellement fait pour moi et à tout ce que j'avais discrètement fait en retour. Non, ai-je dit doucement. Je vais te regarder enfin apprendre à nager sans d'abord attacher une corde autour de mon cou. Il m'a regardé à travers l'écran, respirant fort, cherchant dans mon visage le point faible que j'avais autrefois. Incroyable, a-t-il marmonné. Tu le regretteras. Quand la santé de papa s'aggravera, quand maman ne pourra plus gérer les choses, quand ils auront vraiment besoin de quelqu'un, ne viens pas pleurer chez moi. J'ai presque souri, non pas parce que tout cela était drôle, mais parce que l'idée que je puisse un jour compter sur lui pour du soutien était presque absurde. Je ne suis jamais venu pleurer chez toi, ai-je répliqué. Mais tu n'as aucun problème à m'appeler chaque fois qu'une facture arrive avec ton nom dessus. Ça se termine maintenant. Il a juré à voix basse et m'a traité de froide, de sans cœur. Il a dit que je tournais le dos à mon propre sang. Que je laissais l'argent ruiner la famille. Je l'ai laissé tout sortir, chaque tentative de culpabilisation, chaque phrase recyclée sur la façon dont, la vraie famille est là quoi qu'il arrive. Et quand il s'est enfin arrêté pour respirer, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans une dispute avec ma famille. J'ai terminé l'appel en premier. J'ai raccroché. Pendant quelques secondes, je suis resté assise là, le téléphone à la main, écoutant le silence. Pas de rappel immédiat. Aucune chance pour lui de balayer ce que j'avais dit. Juste le silence. Après cela, les messages ont continué à arriver et de longs paragraphes de ma mère sur comment elle ne m'avait jamais élevé pour être aussi ingrate, et comment un jour tu comprendras quand tu auras des enfants. Des textos courts et colériques de Mathieu sur comment l'argent t'a changé, et tu le regretteras quand ils ne seront plus là. J'ai mis la conversation en sourdine. Mon appartement semblait presque douloureusement silencieux sans leurs urgences constantes qui bourdonnaient dans ma poche. Mais sous cet inconfort se trouvait autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espace. Pour la première fois, mon chèque de paie est resté sur mon compte assez longtemps pour que je voie à quoi il ressemblait quand mon dur labeur profitait à moi, et non à tout le monde. J'ai transféré de l'argent dans un véritable fonds d'urgence et j'ai ouvert un petit compte d'épargne séparé intitulé « Futur voyage », juste pour moi. Je cuisinais à la maison, buvais du café dans ma propre cuisine au lieu de me précipiter pour gérer la crise de quelqu'un d'autre, et je me promenais dans mon quartier le soir sans mon téléphone collé à l'oreille. J'ai commencé à mieux dormir. Non pas parce que ma vie était soudainement parfaite, mais parce que je savais que si quelque chose n'allait pas, l'argent que j'avais serait réellement là pour m'aider. Je pensais honnêtement que tracer cette ligne serait la partie la plus difficile, que le pire du drame était derrière moi une fois que j'avais survécu à cet appel. Je pensais qu'il bouderait un moment, s'adapterait, apprendrait peut-être à se débrouiller seul. Je n'avais aucune idée que dans environ 2 semaines, les mêmes personnes qui avaient ri à l'idée de m'inclure dans leur voyage seraient confrontées à des conséquences dont elles ne pourraient pas se sortir en plaisantant, et que, nous sommes à sec, étaient sur le point de cesser d'être une manipulation pour devenir leur réalité effective. Environ 2 semaines après cette dispute avec Mathieu, mon téléphone a recommencé à s'allumer, cette fois, cela ne ressemblait pas au goutte-à-goutte habituel du genre, et, peux-tu aider avec cette facture? Cela a commencé par un court texto de ma mère, appelle-moi quand tu pourras. C'est important. Pas d'émoticône, pas de point d'exclamation supplémentaire, juste ces mots. Je l'ai fixé pendant un moment. Je m'étais promis de ne pas sauter chaque fois qu'il disait « urgent », parce que « urgent » avait généralement signifié « nous voulons te faire peur pour que tu ouvres ton portefeuille ». Pourtant, quelque chose dans le timing et la façon dont les mots étaient là me tordait l'estomac. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis dit que je pouvais écouter sans réparer, et j'ai appelé. Ma mère a répondu à la première sonnerie comme si elle était assise avec le téléphone à la main. Elle n'a même pas essayé la fausse voix enjouée cette fois. Chloé, a-t-elle dit, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré depuis un moment, le genre de pleurs rauques et fatigués qui vous laisse vide. La banque a envoyé un dernier avis. Nous avons de vrais problèmes. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Le silence était devenu mon meilleur bouclier.
Je l'ai laissé continuer à parler parce que quand les gens sont désespérés, ils vous disent la vérité sans le vouloir. Nous avons 3 mois de retard sur le prêt immobilier, a-t-elle continué, ces mots sortant rapidement, comme si en les disant vite, il ferait moins mal. Les factures médicales de ton père ont anéanti nos économies, et puis avec le voyage et les cartes et tout. Il menace de saisie. Si nous ne trouvons pas l'argent, nous pourrions perdre la maison. Voilà. Pas une participation forfaitaire aléatoire, pas une seule facture en retard. La maison entière, la chose qu'ils avaient toujours dit protégée pour la famille. La même maison où j'ai grandi, soudainement suspendue à un fil. L'ancienne moi aurait paniqué, attrapé un carnet, demandé les chiffres et les dates exactes, ouvert mon application bancaire, commencé à faire des calculs dans ma tête, déplaçant déjà mes rêves pour faire de la place à leur crise. Cette fois, j'ai posé une question différente. Quand avez-vous manqué le premier paiement, ai-je dit. Elle a hésité juste assez longtemps pour répondre à la question sans mots, puis a finalement admis, nous étions un peu en retard depuis un moment. Nous jonglions avec les choses, changeant de carte, attendant les chèques de commission de ton frère, espérant que la mutuelle de ton père rembourserait plus. Nous pensions que nous pourrions rattraper notre retard. Elle n'a pas dit l'autre partie à voix haute, mais je l'ai entendue quand même, comme une seconde voix sous la sienne, nous pensions que tu craquerais et nous renflouerais encore une fois, comme tu le fais toujours. Et vous êtes quand même allé aux Canaries, ai-je dit doucement. Vous avez quand même choisi des vacances en première classe alors que votre maison avait déjà 3 paiements de retard. Son chagrin s'est transformé en colère si rapidement que c'était comme actionner un interrupteur. Nous avions besoin de ce voyage, a-t-elle rétorqué. Ton père était déprimé. Les enfants étaient déçus. Ton frère travaillait sans arrêt. Nous pensions que si nous avions juste une bonne semaine, nous pourrions revenir et tout gérer. Comment étions-nous censés savoir que ça deviendrait si grave si vite? J'ai failli dire, parce que vous l'ignorez depuis des années. Mais je me suis mordu la langue. Au lieu de cela, je l'ai laissé entendre l'épuisement dans ma voix. Maman, ce n'est pas arrivé en 2 semaines. Il ne s'agit pas de moi qui dis non pour la première fois. Il s'agit d'années passées à dépenser de l'argent que vous n'aviez pas et à compter sur moi pour boucher les trous. Elle s'est mise à pleurer plus fort, me demandant comment je pouvais être si froide, me rappelant comment mon père avait construit cette maison de ses propres mains, combien de Noël et d'anniversaires avaient eu lieu sous ce toit, comment elle m'avait bercé pour m'endormir dans ce salon quand j'étais malade. Chaque souvenir était un hameçon qu'elle essayait de lancer en moi, espérant qu'un seul s'accrocherait et me ramènerait à mon ancien rôle. Si tu ne nous aides pas, a-t-elle dit, nous pourrions tout perdre. S'il te plaît, Chloé, tu es la seule qui puisse arranger ça. Cette phrase avait l'habitude de sonner comme un compliment, comme une marque d'honneur. Maintenant, elle ressemblait à un piège. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon propre appartement, celui que je payais en me levant chaque matin, en allant à un travail que je n'aimais pas toujours, en gérant mon propre stress sans le refiler à quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne m'aidait à garder mes lumières allumées. Personne d'autre ne s'assurait que mon loyer était payé. Maman, ai-je dit lentement. Je comprends à quel point c'est grave. Vraiment, mais votre prêt immobilier n'est pas ma responsabilité. Il ne l'a jamais été. Je vous ai donné des milliers d'euros au fil des ans. Je ne peux pas arranger ça pour vous. Toi et Mathieu devez parler à la banque. Refinancer, vendre, déménager dans plus petit, faire ce que les gens font quand ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais je ne vais pas vider mon avenir pour couvrir vos choix passés. Elle m'a de nouveau traité d'ingrate. A dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait élevé une fille qui abandonnerait sa famille quand elle en avait le plus besoin. Elle a dit que si la santé de mon père s'aggravait, ce serait sur ma conscience. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'aurais aimé que les choses soient différentes. Mais ma réponse était toujours non. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient à nouveau, mais il y avait un sentiment différent sous le tremblement maintenant. C'était du chagrin, oui, pour la maison, pour la version de ma famille en laquelle je croyais autrefois. Mais il y avait aussi du soulagement. La corde entre nous avait enfin cessé de m'entraîner au fond avec eux. Au lieu de sombrer, j'ai fait quelque chose de petit et de pratique. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes comptes. Pour la première fois depuis des années, les chiffres ne reflétaient que mes décisions, mes factures, mes économies, mon avenir. Aucune obligation secrète cachée sous l'étiquette « famille ». Au cours des jours suivants, j'ai commencé à entendre des bribes de ce qui se passait par d'autres personnes.
car lorsque le drame familial déborde, il ne reste jamais contenu. Une cousine a mentionné que Mathieu avait pris des visites supplémentaires et des petits boulots, conduisant partout en ville pour essayer de gagner plus de commissions, mais le marché était lent et il était déjà en retard. Un ami commun m'a dit que Brigitte s'était épanchée sur les réseaux sociaux, postant de longues légendes sur la façon dont les gens vous tournent le dos quand les temps sont durs, sous des photos de carton à moitié faits et de boîtes de plats à emporter. Sur une photo, ils avaient clairement vendu ou déménagé la moitié de leurs meubles. Le salon que je reconnaissais des réunions de famille semblait vide. À l'arrière-plan d'une courte vidéo, j'ai vu Léo et Eva assis par terre, sans sourire, entourés de cartons. Pas de t-shirts assortis, pas d'oreilles de Mickey, pas d'éclat de première classe. Juste deux enfants dont les parents avaient passé des années à prétendre que les conséquences ne s'appliquaient pas à eux, regardant maintenant leur monde rétrécir. Curieuse d'une manière qui faisait mal, j'ai cliqué sur d'autres publications de Brigitte. Il y avait des plaintes sur le fait d'avoir dû vendre leur SUV et de se contenter d'une seule voiture plus ancienne. Des commentaires sur l'annulation du foot et de la danse des enfants parce que nous devons nous concentrer sur l'essentiel maintenant. Une histoire sur la façon dont ils avaient dû appeler leur opérateur internet pour obtenir un forfait moins cher et couper les services de streaming. Une ligne m'a marqué, on s'est démené et on a été jugé pour un seul beau voyage. Elle n'a pas dit mon nom, mais je n'avais pas besoin d'une mention pour savoir de qui elle parlait. En lisant cela, j'ai senti la vague familière de culpabilité tenter de monter. Ce vieux réflexe qui disait, regarde, ils sont en difficulté. Aide juste un peu pour que les enfants ne souffrent pas. Mais alors cette image mentale de l'aéroport est revenue si clairement que je pouvais presque sentir à nouveau le café, le comptoir de première classe, les blagues sur le fait de mériter quelque chose de bien, la voix de Mathieu me disant de rester à la maison pour leur faire économiser de l'argent, ma mère hochant la tête, la façon dont ils étaient passés devant moi sans même savoir que je me tenais à quelques mètres de là. Pendant longtemps, j'avais cru que si jamais j'arrêtais d'aider, ils me détesteraient pour toujours, et je ne pourrais pas le supporter. Peut-être qu'ils me détestaient un peu à ce moment-là. Peut-être qu'ils étaient assis dans leur salon à moitié emballés et me blâmaient pour chaque mauvaise décision qu'ils avaient jamais prise. Mais assise dans mon petit appartement avec mes propres factures payées et mes propres projets qui prenaient lentement forme, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Je n'ai pas créé leur situation. J'ai juste arrêté de l'amortir. La réalité à laquelle ils étaient confrontés maintenant n'était pas une nouvelle punition que j'avais imposée. C'était la même réalité sous laquelle j'avais vécu tranquillement pendant des années, faisant des choix et des sacrifices prudents pour que mon loyer soit payé et que mes lumières restent allumées. La seule différence était qu'ils ressentaient enfin ce qui se passe lorsque nous sommes à sec, cesse de fonctionner comme un sortilège magique et commence à être une conséquence. Et cette fois, pour la première fois, je n'allais pas être celle qui paierait la facture pour la faire disparaître. Le truc avec les conséquences, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes en même temps. Elles s'infiltrent lentement jusqu'à ce que tout soit soudainement trempé. Au cours des mois suivants, j'ai observé de loin comment la vie que ma famille avait bâtie sur des excuses et mon compte en banque commençait à s'effondrer. Mes parents ont fini par devoir vendre la maison où j'ai grandi. Ils ne l'ont pas perdu du jour au lendemain dans une scène de saisie dramatique, mais la banque a clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de prolongation, plus de grâce. Un panneau d'agent immobilier a été planté sur la pelouse, et pour la première fois de ma vie, ma mère n'a pas pu présenter cela autrement que ce que c'était, le résultat d'années de choix qui les rattrapaient. Ils ont déménagé dans un petit logement locatif dans un quartier moins reluisant, le genre d'endroit qu'elle méprisait autrefois quand nous passions en voiture. Mathieu et Brigitte ont vendu leur SUV et ont quitté leur belle maison d'Écully pour une maison de ville plus petite. Les enfants ont dû changer d'école. Le foot, la danse et tous les extras ont disparu de leur emploi du temps. Les publications sur les réseaux sociaux ont également changé. Fini les égo-portraits à l'aéroport avec des légendes du genre « Nous le méritons ». Juste des photos occasionnelles de plats à emporter sur le canapé et des citations vagues sur « Comment les temps difficiles vous montrent qui se soucie vraiment de vous », clairement dirigées contre moi. Des membres de la famille ont essayé de me culpabiliser pour que j'intervienne. Une tante a appelé pour dire « Il traverse tellement de choses. Ne pourrais-tu pas aider un peu ?» J'ai donné la même réponse à tout le monde. J'ai aidé. Pendant des années. Ils ont choisi de ne pas changer. Je choisis de ne pas couler avec eux. Certaines personnes ont compris. D'autres non. Mais pour la première fois, j'ai réalisé que leur opinion de moi ne payait pas mes factures ni ne construisait mon avenir. Pendant qu'ils réduisaient leur train de vie,
je construisais tranquillement. J'ai gardé mes limites, et curieusement, mes finances se sont stabilisées. Sans urgence constante, le solde de ma carte de crédit a diminué, mes économies ont augmenté. J'ai fait un voyage d'un week-end, entièrement payé en espèces, sans aucune culpabilité. Au travail, sans l'épuisement émotionnel de jouer les sauveurs de la famille, j'avais plus d'énergie. Mon patron l'a remarqué. J'ai été promu à un poste plus important avec un meilleur salaire. Un soir, assise dans mon petit appartement avec mon courriel de promotion ouvert et une confirmation pour un futur voyage en Europe dans ma boîte de réception, j'ai réalisé quelque chose de simple, de douloureux et de libérateur à la fois. J'avais passé des années à agir comme si ma valeur pour ma famille était liée à la rapidité avec laquelle je pouvais régler leurs problèmes. Une fois que j'ai arrêté de les régler, ils m'ont traité comme si j'avais disparu. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas disparu. J'ai juste cessé d'exister dans la version de l'histoire où j'étais le personnage secondaire non rémunéré de leur drame. J'en ai écrit une nouvelle où j'étais le personnage principal de ma propre vie. Est-ce que je suis triste que mes parents aient perdu la maison? Oui. Est-ce que j'aurais aimé que les choses se passent différemment? Absolument. Je les aurais aidés volontiers s'ils avaient été honnêtes avec moi. S'ils m'avaient incluse parce qu'ils m'aimaient, et non exclue jusqu'à ce qu'ils aient de nouveaux besoins de mon argent. C'est la limite pour moi maintenant. Pour moi, la famille, ce ne sont pas des gens qui partagent votre nom de famille et traitent votre revenu comme un compte commun. La famille, ce sont des gens qui voient votre humanité, qui respectent vos limites, qui n'appellent pas seulement quand ils veulent quelque chose. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez comme le distributeur automatique de billets ambulants de votre famille, comme si vous ne comptiez que lorsque vous passez votre carte ou que vous faites un virement, entendez ceci, dire non ne fait pas de vous une mauvaise fille, un mauvais fils, une mauvaise sœur ou un mauvais frère. Cela fait de vous une personne ayant droit à sa propre vie. Les personnes qui vous aiment vraiment pourraient être blessées, pourraient être confuses, mais elles s'adapteront. Celles qui n'aimaient que ce que vous pouviez leur donner disparaîtront, et cela fera mal, mais cela vous montrera aussi la vérité. Ma mère m'a dit un jour, nous sommes à sec. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener en vacances. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que la vraie chose que nous ne pouvions pas nous permettre, c'était la façon dont il me traitait. J'ai arrêté de payer ce prix. Et grâce à cela, pour la première fois depuis longtemps,